Aujourd'hui, à l'heure du développement durable, on aborde l'obsolescence, la réparation et les choix durables qui sont à notre portée. Comment prolonger la durée de vie de nos appareils? Réparer ou ne pas réparer? Pour en savoir plus, je rencontre Hélène Gervais de Recyc Québec, Laure Patouillard, coordonnatrice scientifique au CIREG et associée de recherche à Polytechnique Montréal, et Clémence Lamarche, chef des tests à Protégez-vous. On parle d'obsolescence. Il y a l'obsolescence programmée, qui est probablement la terminologie que la plupart des gens connaissent aujourd'hui, mais on pourrait parler d'obsolescence de manière un petit peu plus large et vaste, si je comprends bien. Complètement. En fait, ce qu'on connaît surtout, puis c'est normal, c'est ce qu'on entend le plus, c'est l'obsolescence programmée. Il faut démystifier un peu c'est quoi l'obsolescence, parce qu'il y a plusieurs types d'obsolescence. Bien, d'abord, programmée, c'est vraiment, on entend par obsolescence programmée un stratagème par les fabricants pour réduire volontairement la durée de vie des appareils. Donc, ça existe. Il y a certains appareils qui sont difficiles à réparer parce que les pièces sont collées, des fois sont soudées, les technologies changent rapidement, mais ça reste quand même difficile à prouver. Mais il y a des cas d'obsolescence programmée. Mais il y a trois autres types d'obsolescence que les citoyens connaissent peut-être un petit peu moins. D'abord, l'obsolescence économique. Okay. Donc, l'idée ici, c'est souvent le coût de la réparation peut-être qui va être peut-être trop élevé, ce qui va nous emmener à vouloir remplacer notre appareil. Ou il y a un nouveau appareil qui coûte pas trop cher, on veut se l'acheter. Donc ça, c'est le volet économique. Ensuite de ça, il y a l'obsolescence fonctionnelle ou technologique. Là, ici, on pense entre autres au logiciel. Des fois, on fait une mise à jour. Ah, notre appareil est moins performant. Ça, on l'a tous vécu. Donc, ça aussi, c'est un aspect de l'obsolescence. Et la dernière et non la moindre, c'est l'obsolescence psychologique ou esthétique. Oh, OK. Oui. Ça, je suis comme un peu surprise de t'entendre dire ça. Je suis curieuse. Oui, bien en fait, ça, c'est l'obsolescence qui est plus liée à nos besoins qui vont changer ou à l'aspect esthétique qui nous emmène à vouloir avoir, tu sais, le nouveau objet à la mode que notre ami a tant puis que nous aussi, on veut. Bon, mais ça, c'est l'obsolescence psychologique. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les gens remplacent leurs appareils alors qu'ils fonctionnent encore. Bien, c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont mis en vente sur Marketplace, sur Kijiji, fait qu'ils sont encore fonctionnels, mais et voilà. Ils les donnent aux suivants pour des raisons, ils en ont acheté un nouveau. Oui, exactement. Puis ça, c'est l'obsolescence un peu sur laquelle on peut avoir un certain pouvoir sur la situation. Puis quand on en est conscient, bien, on se dit, ouais, finalement, on contribue tous et chacun au phénomène. C'est une responsabilité, je dirais, partagée entre les fabricants et nous comme consommateurs, finalement. Bien, c'est intéressant le fait de l'aborder comme étant en partie responsable, parce que c'est facile de mettre la faute sur les fabricants, ça dure pas assez longtemps, c'est pas des matériaux de qualité, mais de dire non, mais moi, j'ai un choix à faire aussi. Exactement. On a un impact. On a un impact parce qu'on a tendance à vouloir acheter, puis la publicité aussi joue son rôle, les stratégies marketing qui nous incitent à vouloir remplacer prématurément nos objets, alors qu'on peut très bien encore les faire fonctionner, là. Mais là, moi, je suis curieuse de mieux comprendre les impacts reliés à l'obsolescence, obsolescence programmée, là, tout confondu. Oui, bien l'obsolescence, qu'elle soit programmée, psychologique, fonctionnelle, économique, l'impact, c'est le fait de surconsommer des ressources qui sont parfois limitées. Donc, il y a un impact à la fois environnemental, économique et social. Donc, au niveau environnemental, bien, pensons à tous les métaux, les minéraux nécessaires pour faire des appareils, par exemple dans notre cellulaire. Donc, il y a toute l'extraction de ces ressources-là, ensuite leur transport qui va générer des gaz à effet de serre. Ça prend parfois de l'eau aussi au niveau de l'extraction. C'est pas terminé, je continue. Donc, il y a tout l'aspect de la surconsommation des ressources, puis le fait que certains des métaux minéraux sont stratégiques, donc on n'en a pas pour tant d'années de ces métaux-là dans la croûte terrestre, donc raison de plus pour prolonger la durée de vie de nos appareils.
Au niveau économique, ben c'est des dépenses pour les citoyens, d'avoir à acheter la nouvelle chose, soit parce qu'on la veut, parce qu'elle est belle, puis on veut la remplacer prématurément, mais aussi parce que des fois, ça ne dure pas si longtemps. Donc, c'est des dépenses, donc ça joue sur le portefeuille. Puis, au niveau social, bien, pensons aussi au fait que dans ces pays-là, où on fabrique les produits, où on extrait les ressources, mais des fois, les lois ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des enjeux, des fois, de santé ou même de travail des enfants. Donc, on ne pense pas à tout ça, des fois, quand on achète, mais il y a toute une histoire derrière nos objets. De quoi y réfléchir à 2 fois avant de consommer. Pour mieux comprendre l'empreinte environnementale du cycle de vie d'un électroménager, j'avais envie de prendre un exemple concret, celui d'un essentiel dans la maison, le réfrigérateur. Oui, ça c'est vraiment comme la grosse affaire qu'on a chez soi. Là. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir cette grosse affaire-là, d'où est-ce qu'elle vient, puis où est-ce qu'elle s'en va. Puis ça, c'est vraiment tout le cycle de vie du frigo. Donc ça va vraiment commencer par sa production. Donc là, c'est produire toutes les matières qu'on va utiliser, donc le plastique, les mousses isolantes, l'acier, mais aussi tout ça, l'assembler ensemble. Ensuite, on va avoir toute l'étape de transport. Donc le transport, il faut voir qu'ici, au Canada, nos frigos, ils viennent des États-Unis, viennent du Mexique. Ouais, je ne pense pas qu'on ait de fabricant situé au Québec là, pour le réfrigérateur. En tout cas, pas à ma connaissance. Moi non plus. Puis après, on va passer à la phase d'utilisation. Donc l'utilisation, là, c'est vraiment comme je mets mes aliments au froid. Puis ça va à peu près durer 10 ans. Comme c'est la moyenne, les gens gardent leur frigo à peu près 10 ans. Puis après, il y a la fin de vie. Donc la fin de vie, c'est, on l'espère, le recyclage, voilà, qui va être vraiment important pour pouvoir récupérer toutes les matières polluantes qui se trouvent dans le frigo. Et tout ça, ça va faire comme tout le cycle de vie et il va y avoir des impacts sur l'ensemble de ce cycle de vie-là. Oui, parce que là, si on multiplie un frigo par foyer, là, on pense au Québec, mais on pense aussi ailleurs. Ça fait beaucoup de frigos quand même qui sont produits, qui sont véhiculés, qui sont vendus, qui se retrouvent chez nous et ensuite dont on doit se départir. Il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de matières diverses dans un frigo. Si on parle de la production, justement, là, sa création au frigo. Oui. Bien, si on regarde vraiment l'impact de la production du frigo, c'est vraiment la production des mousses isolantes qui va comme vraiment être le plus gros impact environnemental dans la production du frigo. Parce qu'il y a un agent de gonflement qu'on utilise dans ces mousses-là qui est composé d'allocarbures, dont les HFC, qui sont de puissants gaz à effet de serre. Et donc, la moindre fuite, ça va faire en fait exploser l'impact. Les HFC, c'est ce produit-là qui est problématique. Ouais. Dans les agents de gonflement, entre autres. Exactement. Puis c'est ce produit-là qu'on va vouloir notamment récupérer quand on va recycler notre frigo, ça et les liquides réfrigérants, comme les deux choses importantes à recycler là-dedans. Donc, l'impact de la production du frigo, c'est un impact qui va ensuite être amorti pendant toute la durée de vie du frigo. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va venir répartir l'impact du frigo sur chaque année d'utilisation. Donc, imaginons, j'utilise mon frigo pendant 10 ans au Québec et je vais avoir les 3/4 de l'empreinte carbone annuelle de mon frigo qui vont être dus à la production du frigo et un 10% qui va être dû à l'utilisation. Si maintenant je double la durée de vie de mon frigo, je vais réduire par quasiment 2 l'impact annuel de mon frigo sur son cycle de vie. Parce qu'au lieu d'amortir sur 10 ans, je vais amortir sur 20 ans la production du frigo. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'au Québec, ça fait vraiment du sens d'essayer de prolonger au maximum la durée de vie de son frigo, mais de ses électros aussi, oui, de manière générale. Parce que, effectivement, c'est la production qui a un impact. Et plus la durée de vie est courte, plus il faut en produire, donc plus l'impact se multiplie. Exactement. Puis, juste un petit bémol là-dessus, ça, c'est valable au Québec parce que notre électricité, elle est vraiment bas carbone. Donc, l'empreinte de l'utilisation du frigo, elle va être assez faible comparée à l'empreinte de la production du frigo. Et si on est ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde, l'empreinte de l'utilisation du frigo, elle va être très élevée aussi. Et là, ça va être aussi important de réduire cette empreinte de l'utilisation et toujours de la production. En tant que consommateur, comment peut-on mieux acheter, mieux choisir? Éclairer les acheteurs, c'est la mission de Clémence Lamarche, chef des tests au magazine Protégez-vous. J'ai eu envie de savoir quelle était sa définition de l'obsolescence programmée.
C'est un sujet complexe parce que, bien sûr, il y a certains cas qui ont été documentés et très médiatisés où il y a eu vraiment des fabricants qui étaient de mauvaise foi, là, qui ont mis sur le marché des produits en espérant que ce produit-là n'allait pas durer pour pouvoir faire plus de profit. Mais en général, on est plus, selon moi, dans des zones de gris où le consommateur est à la fois victime de l'obsolescence, mais c'est aussi un acteur dans l'obsolescence. Donc, je m'explique, en fait, le fait que les consommateurs veulent souvent des produits qui sont les moins chers possibles, ça incite souvent les fabricants à utiliser des matériaux qui peuvent être de moindre qualité, qui vont briser plus facilement. Le fait aussi que les consommateurs sont souvent ébahis par toutes sortes de fonctionnalités. On a vu des mijoteuses qui pouvaient se brancher sur votre téléphone cellulaire. Donc, quand on ajoute ce genre de fonction-là, souvent, on ajoute des pièces qui peuvent briser, qui sont difficiles à réparer si elles brisent. Donc, là aussi, on contribue à réduire la durée de vie des produits. Il y a aussi plusieurs marques qui ont de moins en moins de contrôle sur la fabrication de leurs produits. Si vous allez sur un site web d'un fabricant, en fait d'une marque de mijoteuses qui vous offre 150 modèles de mijoteuses, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille que peut-être que ce fabricant-là ne sera pas capable de garder 150 couvercles différents. Donc, il n'y aura pas les pièces de rechange si malencontreusement vous échappez le couvercle de votre mijoteuse puis il brise, par exemple. Donc, ça pourrait rendre l'appareil non fonctionnel. Fait que ça, c'est des beaux indices à identifier quand on fait des recherches sur des produits, s'il y en a beaucoup. C'est des bons indices. Oui, c'est une bonne raison. C'est tout à fait des bons indices. Par contre, moi, je vous dirais que même un consommateur qui est très, très concerné puis qui dit, bon, moi, ça ne me dérange pas de payer plus cher pour un appareil qui va avoir une plus grande durée de vie, c'est pas une information qui est facilement accessible. Donc, c'est un bon indice qu'on voit sur un site que plusieurs fois le même produit, que ça se peut que ce soit pas un bon choix. Oui, c'est un très bon indice, mais je vous dirais que même les consommateurs qui sont très concernés par la question, qui veulent choisir des produits qui durent longtemps, n'ont pas beaucoup d'informations lorsque vient le temps de faire un choix. Et puis, ça fait partie un peu de la raison pour laquelle chez Protégez-vous, on a voulu s'attaquer à cette question-là, développer des codes de réparabilité, de fiabilité pour aider les gens là, à faire les meilleurs choix possibles. Ça fait quand même déjà un certain temps que vous offrez ça au grand public, de faire des meilleurs choix, les produits les mieux cotés selon vos tests. Oui, là, pour l'obsolescence, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Bien, personnellement, ça fait 16 ans que je suis dans le département des tests chez Protégez-vous. Quand j'ai commencé, on testait beaucoup la performance des produits. Donc, par exemple, c'est laquelle la laveuse qui lave mieux? On testait différentes taches de gazon, de vin rouge, de fond de teint, laquelle qui sort le mieux, qui consomme le moins d'énergie, le moins d'eau. Donc, c'était le genre de critères qu'on avait. Donc, on garde bien sûr tous ces critères-là, mais on s'est rendu compte que les gens voulaient une laveuse performante, mais ils voulaient aussi une laveuse qui va durer longtemps. Puis durer longtemps, il y a d'abord la notion de fiabilité. Donc, est-ce que l'appareil va briser? Puis si oui, est-ce que ça va être après 3 ans, après 5 ans, après 7 ans ou après 15 ans? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire des sondages de fiabilité. Donc, on demande à 3000 consommateurs les marques de laveuses qu'ils possèdent. Est-ce que la laveuse a brisé? Après combien de temps? Est-ce qu'ils l'ont fait réparer? Avec ou sans la garantie? Donc, ça nous permet d'avoir des indices de quelles marques sont les plus fiables. Puis aussi, qu'est-ce qui brise le plus souvent dans chaque marque? Oui, parce que c'est différent en fonction du type de laveuse qu'on achète. Exactement. Ou de sécheuse, par exemple. Oui, puis même au sein d'une même marque, la laveuse à chargement frontal, la laveuse à chargement par le haut vont pas nécessairement avoir le même genre de problème, donc c'est intéressant de le savoir. Changer ou garder? Quand on possède un vieil électro, est-ce que c'est plus responsable de le conserver jusqu'à sa fin de vie ou de le changer pour un nouvel appareil moins énergivore? Parce que là, on se dit, bon, OK, les frigos, ils ont une meilleure efficacité énergétique, ça vaut-tu la peine que j'achète un nouveau frigo qui consomme moins d'énergie, mais il est nouveau? Et là-dessus, c'est intéressant. En fait, il y a eu 2 phénomènes qui se sont passés au Canada depuis les années 90. Le premier phénomène, c'est la consommation énergétique par frigo, elle a chuté de 60 % 60 %, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est une super amélioration. Et c'est tant mieux, on est très content de ça. Et d'un autre côté, on a la taille des frigos qui a augmenté de 25 %. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, un frigo aujourd'hui, il consomme moins d'électricité, mais on utilise plus de matériaux pour le produire. Puis là, la question de ça vaut-tu la peine que je me rachète un frigo plus efficace ou pas, elle se pose.
Puis on a une étude qui a creusé la question pour nous, puis qui a mis comme conclusion que dans un pays avec une faible empreinte carbone de l'électricité, mettons comme au Québec, Comme le Québec, oui. il va être vraiment environnementalement avantageux de prolonger la durée de vie de son frigo plutôt que de le remplacer. Et ils sont même allés plus loin. Ils ont été regardés avec l'amélioration de l'efficacité énergétique annuelle qu'on voit aujourd'hui. C'est à peu près 3% par an d'amélioration d'efficacité énergétique. Mais en fait, ça vaut la peine de le garder pendant 20 ans. Et au-delà de 20 ans, ça va valoir la peine de le recycler plutôt que de continuer à l'utiliser. À cause de la performance énergétique, entre autres choses. Exactement. En fait, on arrive au moment où l'empreinte annuelle de l'utilisation deviendrait plus élevée que l'empreinte annuelle de la production. Dans ces cas-là, ça vaut la peine d'aller changer son... Et est-ce qu'on a la possibilité en magasin d'avoir un appareil qui durerait 20 ans au lieu de 10 présentement? Ça, c'est vraiment une bonne question. Puis, j'avoue pas avoir la réponse à cette question-là, mais si on veut prolonger la durée de vie de son frigo ou de son appareil électroménager, c'est déjà bien l'utiliser. Ça va vraiment aider à faire en sorte qu'il s'abîme moins. Ensuite, le réparer si jamais il brise, faire en sorte de le réparer au maximum. Puis, peut-être que parfois, on a des besoins qui changent aussi. Puis, si nos besoins changent, on a besoin de changer d'un frigo plus gros, plus petit, mais c'est lui offrir une seconde vie, une troisième vie, une quatrième vie. Et au final, ce qu'on veut, c'est que notre frigo, il arrive au bel âge de 20 ans. Dans le fond, ça nous amène à la question de sa fin de vie, oui, redonner au suivant, mais quand il est brisé, là, il ne peut pas être réparé, je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je fais avec mon vieux frigo? Ouais. Déjà, c'est absolument essentiel de recycler son frigo et pas juste de le laisser comme sur le bord du chemin puis qu'ultimement, il aille se faire enfouir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact environnemental, l'empreinte carbone du frigo en fin de vie, c'est 4 %. Donc, traiter en fin de vie un frigo bien recyclé, c'est 4 % de l'empreinte carbone. C'est assez peu. Par contre, si je ne le recycle pas et que je le mets à l'enfouissement, je vais augmenter par 6 cette empreinte. Donc, c'est absolument essentiel de bien traiter en fin de vie son frigo et de le mettre à recycler. Et quand on va le recycler, ils vont récupérer les mousses et à l'intérieur des mousses, ils vont récupérer tous les allocarbures qui sont contenus dedans et ils vont aussi récupérer tous les liquides réfrigérants pour les traiter et qu'ils ne soient pas émis dans l'atmosphère. Puis c'est ça qui fait exploser le bilan carbone. Au niveau de l'achat, faut vraiment s'informer sur le produit avant de l'acheter. Puis la première question à se poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est ça que j'allais dire. C'est quand on veut réduire à la source, là, et c'est la première question qu'on te suggère de te poser à ce moment-là, c'est est-ce que j'en ai besoin? Exactement. Est-ce que, par exemple, un produit, est-ce que tout le monde fait de la raclette à tous les jours? Peut-être pas. Donc, de l'emprunter peut-être à son ami, le kit de raclette. Faire du bon voisinage aussi. Hein? Il y a des petits circuits de quartier qui se font, des petits réseaux là, comme ça de prêts de matériaux qui sont super chouettes. Complètement. Ça crée du lien social. Oui. C'est intéressant aussi. Donc, on peut emprunter. On peut aussi regarder au niveau de l'achat usagé plutôt que vers le neuf. Il y a même des appareils reconditionnés qui, des fois, c'est moins cher qu'un appareil neuf. Donc, avant d'acheter, de se poser aussi. Il y a d'autres options. Il y a d'autres options. Exactement. Puis là, ça m'amène à une question qui est quand même d'actualité, c'est la réparation des objets. Ça a été nommé de dire, bien, des fois, ça coûte plus cher que l'appareil lui-même, ça coûte trop cher pour réparer. Si on le voit souvent, les coûts de réparation sont tellement élevés qu'on se dit, bien là, c'est ridicule, je vais acheter autre chose. Sauf qu'il y a quand même une possibilité de réparer. Il y a des endroits où est-ce qu'on peut aller faire réparer les électroménagers, les objets. Oui, complètement. En fait, c'est vrai ce que vous soulignez, comme quoi l'information n'est pas toujours disponible ou des fois, on pense que le coût est plus élevé, mais ça vaut la peine d'aller s'informer auprès d'un réparateur pour faire évaluer combien ça pourrait coûter. Il y a 3 grandes options au niveau de la réparation. Il y a d'abord l'auto-réparation, donc de réparer soi-même. Oui, tu dis ça, puis déjà, je me dis, je ne suis pas sûre que je me sens compétente nécessairement pour le faire. Oui, bien, c'est normal de ne pas toujours se sentir compétent, puis ça dépend de chaque personne. Donc, mais si on sent qu'on a ce courage-là, je veux dire, ben, on peut aller s'informer. Il y a des tutoriels sur Internet. Il y a un site qui s'appelle iFixit. Il y a même un groupe Facebook qui s'appelle Tout ce qui se répare. Oui, c'est vrai. Exact. Donc, ils donnent des trucs, des gens qui sont passés par là puis qui peuvent nous donner des petits trucs pour réparer.
Mais tout ne s'auto-répare pas non plus. Donc, des fois, il y a même la deuxième option, c'est les cafés de réparation, les ateliers de réparation, ou des fois, on appelle ça les réparotons. Donc là, on se rend à un lieu. Il y a des bénévoles qui sont là pour nous aider à réparer des patenteux, là, comme je pourrais dire, qui vont vraiment nous accompagner dans la réparation. Puis il y a vraiment un sentiment de fierté là, quand on sort avec notre appareil qui est Je serais réparé. fière d'avoir pu réparer mon grille-pain. Je le dirais, je l'annoncerais sur les réseaux sociaux, je pense. Bien, c'est exactement ça. Je pense qu'on sent qu'on a fait une bonne chose. Puis on est content aussi. Je veux dire, nos appareils, on veut qu'ils durent le plus longtemps possible. Puis la troisième option, bien, comme vous disiez, si on ne sent pas, on n'a pas les compétences, bien, il y en a pour qui c'est leur métier. Les réparateurs professionnels, il faut aller les voir. C'est des métiers vraiment intéressants. Ils sont contents de nous aider puis nous renseigner aussi nous donner des trucs sur comment mieux les entretenir la prochaine fois pour éviter que nos appareils brisent. Donc là, ce qu'on a voulu savoir, c'est si l'appareil brise, est-ce que c'est possible de le réparer? Et si oui, à quel coût? Est-ce que c'est long à avoir les pièces? Donc, on a développé cette cote-là. En fait, on a deux façons de voir ça. D'abord, pour certains produits ou certains types de bris, c'est vraiment en mode do-it-yourself. Donc, si vous avez à réparer, bon, on va prendre l'exemple d'un barbecue, qui est un appareil qui est monsieur, madame, tout le monde devrait être capable de changer un allumeur de barbecue si le barbecue brise, disons. Alors, est-ce que c'est possible? Quel genre d'outils ça prend? Quel genre d'attache? Il y a combien d'étapes? Est-ce que c'est long? Mais surtout, est-ce que les pièces de rechange sont disponibles, sont faciles à trouver à un coût abordable? Donc, c'est souvent là où le bas blesse, puis ce qui va différencier des bons et des mauvais appareils. Donc, on ne puisse pas retrouver la pièce manquante, la pièce Exact. défaillante pour pouvoir le réparer soi-même ou même chez un réparateur. Exactement. Puis avec les réparateurs, bien, on fait un peu la même démarche, mais là, bon, disons que si le contrôle électronique de votre laveuse brise, peut-être que là, ça va être plus difficile de faire la réparation vous-même, quoique il y a des gens qui sont très débrouillards. Mais là, on travaille avec des panels de réparateurs. Donc, en fait, on leur envoie des listes de modèles avec des listes de bris en leur disant, bon, bien, pour cette laveuse-là, est-ce que ce bris-là est réparable? Si oui, à quel coût? Quels sont les délais aussi pour avoir accès aux pièces? Parce que le laveur, c'est un bon indice, là. Les gens, en général, ne sont pas prêts à attendre 3 mois avant de pouvoir utiliser de laveuse. On en a comme besoin, puis la buandrette du coin est peut-être pas l'alternative idéale. C'est ça. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont des voisins avec qui ils s'entendent bien, ou c'est possible, mais bon, pour la moyenne des gens, ça peut être assez problématique. Donc, bien, ça peut être un frein à la réparation si le réparateur dit « oui, je vais pouvoir te le réparer, mais dans tant de semaines, tant de mois, bien, peut-être que les gens vont faire, bien, laisse faire, je vais en acheter une nouvelle à la place. » Donc, ça, c'est les éléments qu'on regarde pour monter notre code de réparabilité. Et puis, pour plusieurs produits, si vous allez sur notre site Web, vous achetez notre magazine, vous allez avoir vraiment tout le détail. Donc, la performance, comment l'appareil a réussi les tests en laboratoire, la fiabilité, la réparabilité, puis tout ça va compter là, dans la note globale, puis dans les recommandations qu'on va faire aussi aux gens qui lisent nos tests. Donc, ça fait une étude quand même complète pour les produits. Maintenant qu'il y a cette notion de réparabilité, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on vise. Bon, c'est sûr que c'est un projet qu'on a commencé avec, bon, les barbecues, ça a été le premier exemple. On a rajouté ensuite les cafetières expresso, les batteurs sur sucre, robots culinaires, les laveuses. Donc là, on va rajouter plus les gros électroménagers ici. Et puis, à terme, on aimerait là, que bien, la plupart de nos tests, en fait, contiennent ce genre d'informations-là. Il existe une carte des réparateurs, donc qui donne accès à de l'information où faire réparer nos choses. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus? Est-ce qu'il y a autre chose qui est ressorti de ce mapping-là? Oui, bien en fait, en faisant la cote de réparabilité, donc on s'est rendu compte qu'il y avait d'abord un besoin pour trouver des réparateurs près de chez soi. Donc, c'est là qu'on a décidé de mettre en ligne une carte des réparateurs, toujours en collaboration avec Recyc Québec, pour qu'une personne qui a une machine expresso qui vient de briser puisse rapidement savoir qui répare des machines Jura près de chez moi et puisse faire réparer sa machine. Et puis, en parlant avec des réparateurs, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations qui concernaient l'entretien des appareils. Donc, comment les utiliser, comment les nettoyer pour augmenter leur durée de vie. Donc, on s'en est servi, en fait, pour, oui,
agrémenter nos articles, donner plus d'informations, mais on a aussi, toujours en partenariat avec Recé Québec, développé un guide des 100 trucs, donc spécifiquement des trucs pour faire durer vos appareils plus longtemps. Dans lequel, pour chaque pièce de la maison, on donne des trucs sur comment entretenir les appareils. Je donne un exemple, le fameux grille-pain. Un petit truc banal, il y a une trappe en dessous, on enlève les miettes régulièrement, puis ça peut vraiment faire toute la différence sur la durée de vie de notre grille-pain. C'est ça? Les petites miettes de pain dans mon grille-pain, ça peut soit... Ça peut causer un bris, pour vrai. Donc, c'est vraiment des petits gestes. Un aspirateur, ça, c'est un des appareils qui brise le plus. Juste pas attendre que le réservoir ou le sac soit plein avant de le remplacer ou de le vider, parce que sinon, ça peut surchauffer le moteur puis faire en sorte que notre appareil va briser, notre aspirateur va briser. Donc, c'est des petites choses de téléphone cellulaire. Éviter le trop chaud ou trop froid. On a ça au Québec. Oui! Donc, quand on est à l'extérieur, on fait attention pour ne pas l'exposer à des températures extrêmes. Parce que ça réduit sa durée de vie. Exactement. Ah ben. Donc, c'est des petits gestes, Wow. là. C'est pas toujours compliqué. Non, c'est ça. Puis c'est juste d'avoir le réflexe de s'informer, puis de regarder des fois le manuel qui nous explique un peu des petits trucs d'entretien là, qui vont nous permettre de nous faciliter la vie. Eh bien, je vais tout aller lire ça en rentrant chez moi, je pense. Fait qu'il y a un regroupement d'informations. Exactement. Facile d'accès, parce que Oui. souvent, c'est un frein aussi pour les Des fois, consommateurs. les de gens juste- ne le savent pas. Est-ce que C'est je dois, ça. à quelle fréquence je dois laver ma thermopompe pour qu'elle continue à fonctionner longtemps? Mais des fois, juste en faisant un entretien régulier, on vient rajouter des années à la durée de vie des produits. Puis c'est une très bonne façon de venir contrer l'obsolescence aussi. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est d'évaluer ses options à toutes les étapes, en fonction de sa situation aussi. On n'est pas tous au même niveau par rapport à l'obsolescence, la réparation, mais autant au niveau de l'achat, de l'utilisation, que si notre appareil brise, mais de regarder, se poser la question, est-ce que je peux faire autrement avant de s'en départir, avant de vouloir le jeter ou le récupérer? Bien, il y a plein de choses qu'on peut faire en amont pour prolonger la durée de vie de ces objets. Puis c'est bon pour l'environnement, puis c'est bon aussi pour notre portefeuille. Tellement. Écoute, super instructif. Un grand merci, Hélène. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.